Mathieu Pigasse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous parce que vous venez d'écrire un livre, Le monde d'après. Le monde d'après la crise, évidemment. Vous l'avez écrit avec Gilles Finkelstein, qui est directeur de la Fondation Jean Jaurès. La Fondation Jean Jaurès, c'est ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire un organisme de pensée, de réflexion et de réflexion proche du Parti socialiste. Absolument. Donc, pour vous situer, votre origine, c'est la fonction publique. Le cabinet notamment de Dominique Strauss-Kahn, dont vous êtes resté proche, et vous êtes maintenant banquier d'affaires, et pas n'importe quel banquier d'affaires, puisque vous êtes vice-président Europe de la Banque Lazare. Donc un petit mot d'explication sur comment on est banquier d'affaires dans la tourmente la plus violente que le monde financier ait connue depuis, on laissera les statisticiens ensuite dire depuis combien de temps. Oui, alors d'abord, j'ai passé plus de temps dans la fonction publique au ministère des Finances que chez Lazare. J'ai passé 8 ans au ministère des Finances, 4 ans au Trésor, 4 ans auprès de deux ministres, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, puis effectivement 5 ans désormais à la Banque Lazare. Alors, je ne suis pas ce que l'on appelle un banquier d'affaires. Un mot peut-être d'explication sur ce qu'est mon métier. Oui. Je ne suis pas banquier commercial, ça signifie que Lazare n'est pas une banque qui fait des opérations financières, qui prête ou qui fait du financement. Nous ne sommes pas banquiers d'affaires et je ne suis pas banquier d'affaires, je ne fais pas d'affaires moi-même. Je suis ce que l'on appelle un banquier conseil, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises, qui sont nos partenaires, dans la définition et la mise en place de leur stratégie. Principalement des grands groupes d'ailleurs. Non, des grands groupes, bien sûr, du CAC 40, ou des entreprises de taille plus modeste, petites et moyennes. Alors, banquier et de gauche, ce qui est aussi peut-être une difficulté supplémentaire. Non, c'est pas une difficulté. On peut tout à fait défendre des idées qui ne sont pas celles de ses intérêts. Et au fond, c'est ça pour moi la définition d'un banquier de gauche. C'est possible. Alors, l'intérêt de votre livre, c'est que ça s'appelle Le monde d'après. Donc, on a hâte d'ailleurs de savoir comment on va atterrir, ou comment, après la sortie. Mais auparavant, peut-être un mot, parce que ce livre aussi explique la crise, donne une lecture de la crise, avec une originalité qui vous est propre, qui est que vous expliquez que la crise financière, celle qui met en péril l'ensemble du système bancaire, n'est pas la cause de la crise économique, celle dans laquelle nous sommes entrés avec l'augmentation phénoménale du chômage et massive dans certains pays, moindre mais néanmoins très spectaculaire et douloureuse chez nous. Et vous expliquez qu'au contraire, la crise économique, au fond, précédait cette crise financière. Alors, comment l'expliquez-vous? Parce que dans la lecture pure et simple des événements, dans leur déroulement, on a eu quand même droit à la crise des subprimes, puis la faillite de certaines banques d'affaires, puis l'ébranlement du système bancaire lui-même, avant d'en arriver à la réalité économique d'aujourd'hui. Donc le déroulé des événements fait qu'on ne comprend pas tout de suite votre thèse. Un mot d'explication, ceci dit, vous avez très bien résumé ce qui est une des thèses du livre, effectivement. La crise financière n'est pas effectivement la cause de la crise économique. Elle en est une manifestation, un symptôme, un peu comme la fièvre, et cache quelque chose de plus profond. Au fond, ce que nous disons, c'est que depuis une dizaine d'années, en Europe, comme surtout aux États-Unis, les fondamentaux économiques étaient médiocres, ou disons-le différemment, étaient moyens. Il y avait de faibles gains de productivité, un faible effort d'investissement, et tout ça s'est traduit par une faible croissance des revenus. Et ce que les États ont cherché à faire, les politiques publiques ont cherché à faire, c'est à compenser cette faiblesse de la croissance, à compenser cette faiblesse de la progression des revenus et des salaires par l'endettement. Et c'est ça qui a provoqué, si vous voulez, la formation de bulles spéculatives tout au long des 10 dernières années qui ont fini par exploser dans la crise des subprimes. C'est-à-dire, au fond, ça s'est vu aux États-Unis, une politique, celle de Bush notamment, favorable aux très peu qui sont très très riches, et la classe moyenne totalement bridée. Mais pour maintenir le niveau de vie, en quelque sorte, de cette classe moyenne, dont les revenus souvent baissaient, oui, absolument. Pour maintenir leur niveau de vie, endettement. Endettement cumulatif et finalement collapse. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a observé un double phénomène depuis 10-15 ans, comme je l'ai dit. D'abord, très faible progression des revenus sur les 10 dernières années, parfois même sur certaines années, recul des revenus. Et par ailleurs, et parallèlement d'ailleurs, accroissement des inégalités. Et donc les politiques publiques américaines, monétaires et plus largement d'ailleurs budgétaires et fiscales, ont cherché à compenser cet effet par un surcroît d'endettement. Et c'est cette bulle d'endettement qui a fini par exploser. Alors, comment en sortir
Tout le monde regarde là où est née la crise, aux États-Unis. Tout le monde regarde le plan Obama, déjà d'ailleurs critiqué à peine sorti. Vous me direz, c'est la règle démocratique, mais enfin, c'est assez... Tout de suite, la critique est assez vive. Comment vous-même appréciez-vous ce plan Obama? Est-ce qu'il nous donne une chance de sortie plus ou moins rapide de la crise? Écoutez, comment en sortir j'allais dire le plus rapidement possible. C'est-à-dire l'urgence aujourd'hui, c'est de rester vivant. Il y a des réponses de moyen terme qu'il va falloir mettre en œuvre. Par exemple, plus de réglementation, plus de régulation. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui à court terme, c'est réparer le moteur qui s'est cassé, qui est le moteur de la consommation. Revenons sur ce qu'on a dit il y a un instant. Le moteur de la croissance américaine et d'ailleurs de la croissance mondiale, c'était le consommateur américain qui a pu s'endetter. Ce faisant, il a consommé, il a importé du reste du monde vers les États-Unis et il a fait tourner nos usines. Simplement, il y a eu un excès d'endettement qui fait que la crise a éclaté. Bon. Le résultat de ça, c'est ce qu'on appelle la disparition du consommateur américain. C'est-à-dire qu'il y a un effet, un manque à gagner en termes de croissance que l'on peut chiffrer à 1500 milliards de dollars. C'est un peu comme le moteur d'un avion qui tout d'un coup aurait arrêté de tourner. Donc l'urgence, c'est de remettre en marche ce moteur. Comment fait-on? Eh bien, c'est les plans de relance. Et de ce point de vue-là, le plan de relance du président Obama est une très bonne chose. Par son ampleur, à peu près 800 milliards de dollars. Alors évidemment, c'est pas ça qui va compenser la totalité du manque à gagner, oui. Mais il faut également que les Européens fassent l'autre moitié du chemin. Et puis c'est une bonne chose, donc par son ampleur et puis par les mesures mises en œuvre qui touchent à la fois l'investissement et à la fois la consommation. Alors, ce mélange investissement-consommation est évidemment au cœur de tous les débats. On a presque d'ailleurs l'impression, petite parenthèse, que la droite dit investissement, la gauche dit consommation. Est-ce qu'il peut y avoir une sortie de crise de droite, une sortie de crise de gauche, ou est-ce que le bon équilibre est très certainement au milieu. C'est-à-dire que moi je crois qu'il faut agir sur ces deux piliers. D'un côté l'investissement et de l'autre la consommation. Et il ne faut pas agir que sur l'investissement, il ne faut pas agir que sur la consommation. Je l'ai dit, aujourd'hui, le facteur premier de la crise, c'est l'effondrement de la demande intérieure, l'effondrement de la consommation. On le voit d'ailleurs sur ce qu'on appelle les biens durables. Alors le meilleur exemple, c'est l'automobile. Les ventes d'automobiles aux États-Unis ont chuté sur le seul mois de janvier de plus de 50%. En France, elles ont chuté de 20%. Donc on voit bien l'effondrement de la demande et de la consommation. Il faut impérativement agir là-dessus. Il faut la soutenir. De la même façon qu'il faut évidemment préparer l'avenir et donc mettre en place des plans d'infrastructure. C'est-à-dire jouer sur l'investissement. Oui, mais alors, pour venir à la France et à l'Europe, est-ce que ce qui est vrai de l'automobile est vrai des autres secteurs? Est-ce que vraiment on a un effondrement de la consommation en Europe qui justifierait une forte relance par la consommation, comme aux États-Unis? Première question. Et d'autre part, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de penser qu'une relance par la consommation dans la France seule peut être efficace? Est-ce que, de façon évidente, toute relance par la consommation ne passe pas par une mise en mouvement de tous les pays européens en même temps? Si tout le monde relance en même temps la consommation, en effet, si la France le fait seule, comment vous situez-vous par rapport à ces deux problèmes? Bon, vous avez posé plusieurs questions, donc plusieurs réponses. La première, il est vrai que les pays européens ne sont pas touchés de la même façon au même moment. Les premiers pays qui ont été touchés, et qui d'ailleurs avaient mis en place des politiques publiques tout à fait comparables à celles des États-Unis, c'est l'Angleterre et l'Espagne. Oui. Excès d'endettement, puis effondrement de la consommation. C'est la raison pour laquelle les Anglais ont très vite d'ailleurs cherché à relancer la consommation en baissant la TVA. La France et l'Allemagne ont moins connu d'excès d'endettement. Donc l'impact aujourd'hui sur la consommation est plus faible. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas se tromper, la crise ne va pas contourner nos frontières comme le nuage de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, et d'ailleurs on commence à le voir dans les chiffres, chute de la production industrielle, montée du chômage, baisse de la consommation, est impressionnante. Elle est très impressionnante. Mais nous allons être touchés. Mais pour revenir d'un mot sur l'endettement, la France est de notoriété publique, de tout temps d'ailleurs, un pays qui épargne, et qui épargne beaucoup. Épargne privée. Alors qu'aux États-Unis, non, les gens n'épargnent pas, ils s'endettent. C'est exact. Oui, non, mais c'est tout à fait exact. En France, la grande différence entre la France, les États-Unis, l'Angleterre ou l'Espagne, c'est effectivement un taux d'épargne privée plus important. Donc une consommation d'ailleurs aujourd'hui qui résiste mieux. Ceci dit, ce que je voulais dire, c'est évidemment que nous allons être rattrapés, c'est-à-dire que par la crise, et d'ailleurs on le voit dans les chiffres, dans les prévisions de croissance. Oui, on ne va pas rester à l'écart du mouvement. Bon. Donc il faut agir le plus vite possible. Je crois qu'il faut vraiment prendre la crise à la gorge avant qu'elle ne s'installe. Mais là, vous avez parfaitement raison, c'est qu'on est dans une crise globale
Donc la réponse doit être globale. Toute relance n'a de sens que si elle est concertée entre les différents pays de l'Union européenne. Et autant, je crois, les pouvoirs publics européens, sous l'impulsion du président Sarkozy, ont très bien joué en matière de plan bancaire. Le plan de sauvetage bancaire a permis d'éviter le drame en octobre. Autant en matière de relance, je crois qu'il faut maintenant, et de manière urgente, coordonner nos efforts, ce qui n'est pas le cas. Oui, parce qu'on voit que chacun est un peu en ordre dispersé. On a vu l'Allemagne tarder à se mettre en mouvement, mais reprendre de l'avance par rapport à nous. Et aujourd'hui, le plan français paraît un petit peu faible ou en tout cas statique, un peu comme si, au fond, on attendait des autres notre salut. Oui, alors évidemment, c'est pas une course. Hein. L'important, c'est de partir ensemble et d'arriver ensemble. Mais c'est vrai que là où on pouvait juger que la France était plutôt en avance dans les réponses qu'elle apportait, je l'ai dit en matière bancaire ou en matière budgétaire, on peut constater aujourd'hui qu'elle a pris un peu de retard. Donc c'est la raison pour laquelle je crois il faut très vite ajuster le plan tel qu'il a été annoncé par le président Sarkozy. Petit exercice de politique fiction. Vous avez toujours très difficile. Oui, mais... Vous avez été collaborateur de Dominique Strauss-Kahn, de Laurent Fabius à Bercy. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans la même situation. Imaginons que Dominique Strauss-Kahn, au lieu d'être au FMI, on va dire un mot du FMI, se retrouve convoqué à Bercy. Vous lui conseillez quoi? Qui soit différent au fond de ce que l'on a, de ce à quoi on a droit aujourd'hui. Est-ce que l'effort doit prioritairement absolument porter au niveau européen? Qu'est-ce que vous lui dites? Bon, la politique fiction, la rapide feuille de route, vous lui dites? Bien sûr, la politique fiction, c'est toujours très facile lorsqu'on n'est pas aux responsabilités et qu'on n'a pas de contraintes particulières. Enfin, c'est aussi l'intérêt de faire de la politique fiction. Moi, je crois profondément ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je lui dirais il faut agir à court terme et de manière coordonnée, notamment avec les Allemands. Agir à court terme, c'est compenser l'effondrement de la demande et, par exemple, pourquoi pas, jouer sur la TVA, réduire la TVA pour essayer de rebooster la consommation très vite. Les Anglais l'ont fait, alors j'entends bien qu'on conteste, on s'interroge sur l'efficacité de la baisse de la TVA anglaise. Moi, je dis deux choses. Un, c'est trop tôt pour juger, me semble-t-il, et en tout état de cause, que se serait-il passé en Grande-Bretagne s'il ne l'avait pas fait? Bon. Donc, moi, je lui dirais, jouons sur la TVA pour essayer de soutenir la consommation le plus vite et le plus fort possible, et puis surtout, rapprochons-nous des Allemands. Le moteur de l'Europe, c'est historiquement le couple franco-allemand. Or, au mieux, il ronronne, au pire, il a quelques ratés. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui travailler à nouveau ensemble. Et puis on oublie qu'on est dans un degré d'interdépendance, France et Allemagne, absolument fondamental. Ouais, considérable. En effet, si chacun joue dans son coin, c'est... D'ailleurs, la grande leçon de la crise, Jean-Marie Colombani, si vous me l'autorisez, c'est pas seulement l'interdépendance entre la France et l'Allemagne, c'est l'interdépendance globale, c'est la mondialisation. C'est véritablement la première crise mondiale. Il y a des pays qui pensaient pouvoir être épargnés par la crise, qui sont d'ailleurs les pays émergents, l'Inde, la Chine. Oui. Vous interrogiez les dirigeants chinois il y a quelques mois, en septembre ou octobre, ils vous disaient non mais vous êtes touchés par la crise financière, vous avez commis des excès, vous allez les subir ou être punis d'une certaine façon. Bon. Mais ces pays ont tous été rattrapés par ce qui se passe. Donc je crois qu'une des grandes leçons de la crise, c'est vraiment ça, c'est la mondialisation et la globalisation. Quel est votre, j'allais dire, par rapport à tout cela, votre niveau d'inquiétude? Parce que, en effet, vous citiez la Chine, on voit des cohortes gigantesques de nouveaux chômeurs. On dit qu'en Chine, à peu près, l'équivalent de la population active française va se retrouver au chômage, c'est-à-dire entre 25 et 30 millions de personnes. C'est considérable. Donc, on se dit qu'on est peut-être en effet au seuil de bouleversement et de désordre très grave. Comment vous-même avez-vous Oui, je crois qu'il y a évidemment dans les pays émergents et notamment particulièrement en Chine, je crois plus qu'ailleurs, des risques sociaux et donc probablement politiques liés à l'effondrement de la croissance. Bon, ceci étant dit, une des thèses du livre, une des autres thèses du livre, c'est le nouvel équilibre mondial. C'est-à-dire que nous sommes convaincus, avec Gene Finkelstein, mon co-auteur, que les pays émergents vont plus et mieux résister, ou vont repartir plus vite que les pays dits émergés. Nous sommes convaincus que, au fond, les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, ont aujourd'hui toutes les rentes à leur disposition. Rente du travail, abondant et pas cher, rente du capital, rente des matières premières, absolument, bien sûr, rente du capital, grâce à l'accumulation des réserves de change, et de plus en plus d'ailleurs, rente technologique, liée à l'innovation, qui n'est plus notre seul atout, enfin, qui est de plus en plus partagée. Donc, je suis assez convaincu qu'effectivement les pays émergents vont rencontrer des difficultés profondes, mais qu'elles seront transitoires et qu'ils rebondiront plus vite que nous. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut souhaiter, parce que c'est aussi par là que se passera la sortie de crise.
Et vous restez pour nous-mêmes, donc qui sommes quand même dans une situation sans matière première, avec des difficultés dont on voit qu'elles s'aggravent. Oui, alors, non mais bon, d'abord, il faut pas tenir des discours. Enfin, moi, je pense qu'il faut toujours résister, apocalyptique ou discours du pire. Bon, je pense néanmoins qu'on traverse une crise très profonde, sans précédent. Hein, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre. Il faut rappeler, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en réalité, c'est la première fois depuis la grande crise de 29 que le PIB mondial, c'est-à-dire la croissance mondiale, est en récession. Bon, moi je l'ai dit, je pense qu'en fait cette crise elle était en germe depuis 10 ans. Nous sommes confrontés à des difficultés majeures, faible vitalité démographique, même si la France se comporte mieux que les autres. Je l'ai dit, faible investissement, faible gain de productivité. Bon, pour autant, nous avons des atouts, il va falloir jouer avec, et ces atouts, c'est une capacité d'innovation, et je crois pour les États-Unis, une capacité de rebond très importante. On va vous laisser sur ce mot relativement optimiste, Mathieu Pigasse. Donc ce livre s'appelle Le monde d'après. Une crise sans précédent, ce sont aussi des solutions pour sortir de la crise. C'est édité chez Plon. Merci. Merci à vous. Gisèle Halimi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez d'écrire un livre qui vous résume totalement. Ne vous résignez jamais. C'est édité chez Plon. Et ça résume à la fois ce que vous êtes et puis en même temps toute votre histoire qui est étroitement liée à l'histoire du féminisme en France. Hein, quelques grandes étapes, faire du viol un crime, avortement, parité. Donc on va voir un petit peu avec vous aujourd'hui où en est le féminisme. Qu'est-ce qui surnage et qu'est-ce qui reste à construire? Sommes-nous dans un moment où le féminisme, j'allais dire, continue son expansion naturelle, ou sommes-nous dans un moment où, pas de coup d'arrêt, mais de choses un peu plus figées? Comment voyez-vous les choses? Ben, vous avez eu raison, je crois, Jean-Marie Colombani, de dire lié au féminisme, parce que ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est trouver un peu ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est mon 15e livre. Donc j'ai écrit des témoignages, d'autobiographies. Et des romans aussi. Et un roman, effectivement, un roman historique, la Kaena, puisque mon grand-père me disait que c'était notre ancêtre en Tunisie. Donc là, ce que je n'avais jamais fait, c'est essayer, je dirais pas de théoriser, parce que c'est pas un essai universitaire, mais de trouver la logique, le rationnel, je dirais, politique. Et là encore, vous avez dit lié, vous avez eu raison, parce que ça n'est pas une logique ou un rationnel du féminisme, mais de mon féminisme, qui a été un petit peu particulier, en ce sens qu'avant même de, je sais pas, de connaître le mot, de formuler la chose, de rêver de cette libération, j'avais le malheur. J'avais une enfance qui m'asphyxiait, j'ai eu une révolte désespérée d'enfants qui sont, on a tort de les sous-estimer parce que les révoltes d'enfants sont souvent tragiques parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas à qui parler. Moi, je me souviens que c'est à ce moment-là que je me suis mise à écrire. Donc c'était le dogme que ma mère m'assénait. Ma grand-mère a vécu comme ça, ma mère a vécu comme ça, moi j'ai vécu comme ça, toi tu vivras comme ça. Comme ça c'était quoi? C'était puisque tu es une fille, tu n'as pas à étudier. C'est au garçon à étudier. Toi, à 15 ans, on a voulu me marier quasiment de force à un marchand d'huile de 35 ans. Donc, et j'ai voulu, et moi j'avais une grande curiosité, je lisais beaucoup, je voulais étudier. J'ai donc fait mes études, j'arrête de dire, presque contre mes parents, parce que bien entendu, ils n'avaient pas les moyens, j'étais dans un milieu socio-économique, Tunisie, colonisée, tout ça, pauvre et superstitieux. J'ai donc décidé, ils le savaient même pas, j'ai passé l'examen, le concours des bourses pour entrer au lycée. Il faut savoir que le lycée en Tunisie, c'était l'équivalent de l'école privée, hein. Ça n'a rien à voir avec les lycées français. Et j'ai fait comme ça mon chemin. Et c'est à ce moment-là, chaque fois qu'on me disait, ma mère me disait, puisque tu es une fille, autour de moi aussi, que j'ai eu une révolte, je vous dis, sauvage. Pourquoi? Pourquoi le fait d'être une fille? Et c'est beaucoup plus tard, c'est pour ça que je parlais de rationnel politique,
que j'ai regardé autour de moi. J'étais dans la Tunisie où le mépris, c'était évidemment pour les femmes, et moi en particulier, mais c'était aussi les Tunisiens, ces Arabes qu'on disait sales, menteurs, qu'il fallait absolument aider, autrement ils n'auraient jamais eu une route, etc. Et c'est à ce moment-là que ma réflexion est devenue plus politique. Alors j'ai voulu montrer mon chemin, et en particulier en le comparant à celui de Simone de Beauvoir, qui est totalement l'inverse, qui, elle, n'a jamais souffert de rien, elle le dit, elle était au contraire fêtée comme une mascotte, etc. Et on s'est retrouvés dans ce féminisme. Alors, bon, je donne mon âge, je commence mon livre un 27 juillet 2007, j'ai 80 ans ce jour-là, et je me dis tout de même, il est temps. Il est temps de trouver un lien. D'abord, j'avais une recherche d'unité. Est-ce que tout ce long chemin parcouru derrière moi, est-ce qu'il y avait une unité avec le petit chemin, il faut bien le dire, qui me reste devant? C'est intéressant ce rappel parce que ça nous... Il y a des pans entiers de nos sociétés aujourd'hui, de par le monde, mais à nos portes, y compris dans nos pays, qui vivent encore sous ces contraintes. Oui, alors que le pays lui-même a formidablement évolué, avec un nouveau front, si j'ose dire, qui devrait être celui de la violence, des violences faites aux femmes. Oui, j'en parle aussi. On l'a vu que Zapatero, le Premier ministre a fait espagnol, une loi formidable, d'entrée de jeu, Ségolène Royal, dans sa campagne présidentielle, avait mis en avant l'idée aussi d'une nécessité de sévir contre les violences faites aux femmes. Donc c'est aujourd'hui le nouveau front du féminisme, en quelque sorte. C'est un des fronts, mais c'est intéressant de le signaler parce que vous verrez d'ailleurs, parce que j'ai une position un peu particulière quant aux violences. Moi, je n'accepte pas qu'on se limite au compassionnel. Oui. Ah oui, on est battu, on vous accueille avec les mômes, vous restez et après. Oui. Donc moi, je lis absolument la lutte contre les violences et la nécessité de l'indépendance économique des femmes. Car il est évident qu'une femme battue, maltraitée, si elle a des enfants et si elle est dans le ghetto de la dépendance économique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bien sûr, elle s'en va le jour où ça devient insupportable. Bien sûr, on l'aide. Bien sûr, on l'accueille. Bien sûr, on s'occupe des mômes. Mais à un certain moment, le mari cogneur revient et dit, bon, en général, il dit, c'est parce que je t'aime trop. Puis il veut la reprendre et elle n'a pas tellement d'autres solutions et elle revient. En revanche, prenez une femme qui a un petit emploi, même petit, je veux dire, même modeste, ouvrier, employé, ce que vous voulez, ouvrière, employé, qui a une toute petite carte de crédit, eh bien, cette femme, c'est d'abord le soir, le travail, comme chacun sait, socialise. Chacun dans son travail a une équipe, connaît des gens, peut téléphoner, demander de l'aide. Autrement, avec sa petite carte de crédit, même très petite, j'insiste, elle sait que c'est pas le trou, c'est pas le noir, c'est pas le désespoir de ne pas savoir où aller, que devenir avec ses enfants. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas lié les deux choses, on fera de l'assistance. Et je pense que les femmes aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ont besoin d'autre chose que de l'assistance. Elles ont besoin, bien sûr, de combattre les violences, mais elles ont besoin de se projeter en avant pour construire, aux côtés des hommes, à égalité, le futur. Et elles ne peuvent pas le faire si elles sont assujetties comme ça de telles dépendances. C'est pour ça que j'y insiste beaucoup, moi, là-dessus. Un mot sur la politique, parce que vous en parlez aussi dans ce livre, évidemment, parce que vous-même, vous avez été beaucoup associé à des combats politiques, et notamment, évidemment, à gauche. Vous dites un moment, au fond, la politique, ça reste de mettre un peu de couleur femme, dites-vous. Ça, c'est la vitrine. Donc c'est un peu... Vous en restez à ce jugement, parce qu'en même temps, on voit que ces femmes existent fortement. La dernière en date étant Ramayad, qui a marqué son... Non, ce que je veux dire par là, c'est que la politique, d'ailleurs, moi j'en ai fait, vous le disiez, mais même j'en ai fait celle que les féministes me reprochaient d'avoir fait et me condamnaient pour ça, c'est que la politique, c'est les mains sales. Bon, moi j'ai été élue comme députée, j'ai été ambassadrice de France, donc j'étais dedans. Est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup progressé? Oui, dire que non,
ce serait inexact. Est-ce qu'on a progressé autant qu'on aurait dû le faire avec cette loi pour la parité en politique, pour laquelle j'étais rapporteur pour le gouvernement, oui, et qui nous a obligés, j'y avais conclu, à modifier la Constitution, donc un grand tremblement pour finalement quelques sièges de plus. La vérité, le verre est dans le fruit, il est dans la loi. Tant que vous permettrez à des partis politiques riches de transgresser la loi en toute impunité en disant ça ne fait rien, je paye, puisque oui, la sanction est financière. La sanction, c'est une amende. C'est un moins prenant. C'est même pas, c'est un moins prenant dans la subvention que les lois décident d'octroyer aux partis selon certains paramètres compliqués, le nombre de députés, le nombre d'adhérents. Donc on prend un peu moins d'argent. Mais ça fait des attitudes, je trouve très arrogantes, et en même temps de transgression de la part de ceux qui font la loi, de la loi elle-même. Ainsi l'UMP, aux dernières élections, a payé une amende de plus de 5 millions d'euros. Le Parti socialiste aussi, mais beaucoup moins. Mais les petits partis ont été, si je puis dire, contraints à la parité, oui, parce que d'abord, ils n'avaient pas d'argent. Mais il faut reconnaître aussi qu'idéologiquement, bon, la LCR, le Parti communiste, tout ça, ont été à fond et ont pratiqué la parité à fond. Donc aujourd'hui, on se trouve devant une loi mal fichue. La première chose que je propose, moi, c'est de changer les sanctions. On peut pas dire, si vous, bah évidemment, oui, mais pas financière. Bon, je trouve que dans les lois électorales, il n'y a qu'une bonne sanction. Ou vous êtes conforme à la loi, vous êtes candidat. Ou vous transgressez la loi et votre candidature est rejetée. Donc je sais bien que ça pose, oui, un problème pour le scrutin uninominal à deux tours, mais moi j'ai proposé des solutions. Il y a des solutions qui font que on oblige à respecter la loi sans passer par la sanction financière. On pourrait l'ajouter, si vous voulez. Vous continuez, au fond, malgré tout, à faire confiance à la politique? Écoutez, c'est une donnée, je crois, incontestable. On est en démocratie. Alors aujourd'hui, les femmes féministes qui veulent se mettre à part et montrer du doigt les assemblées élues, tout ça, je crois qu'elles font fausse route. Je crois qu'elles font fausse route parce qu'elles prennent un chemin parallèle, et comme on sait, les parallèles ne se rejoignent jamais, de notre vraie société. Moi, je suis pour que les femmes, au contraire, s'intègrent, qu'elles soient dans les partis, qu'elles exigent la parité au niveau de la décision, parce que la parité, comme ça, dans la piétaille, les hommes en sont assez d'accord, mais qu'elles exigent la parité au niveau de la décision, qu'on voit des femmes secrétaires générales de partis, de syndicats et parler. Mais à mon avis, il n'y a pas d'autre voie si, je le répète, on ne met pas en cause, ce qui est mon cas, la donnée fondamentale qui est que nous sommes dans une démocratie et qu'il faut être dans les rouages, il faut jouer le jeu démocratique. En tout cas, Gisèle Halimi, il y a bien mille autres choses qu'on pourrait aborder dans ce livret riche, notamment vos rencontres avec Aimé Césaire. Oui, que j'ai adoré, oui, qui a été extraordinaire. Qui m'avait dit, je rappelle juste son mot, quand je lui avais demandé de nous aider pour le procès de Bobigny, oui, ce fameux procès qui a permis, oui, la loi sur l'avortement, et il est venu me voir, il m'a dit non, c'est moi qui viens vous voir. Et puis en partant, après une après-midi de poèmes et de lecture à deux, il m'a dit, vous allez gagner. Puis il a réfléchi à travers ses grosses lunettes, il m'a dit, non, non, nous allons gagner. Oui. Merci en tout cas Gisèle Halimi. Donc je renvoie à votre livre Ne vous résignez jamais. Vous avez passé 80 ans, vous l'avez dit vous-même. Et néanmoins, la flamme est intacte et la volonté de continuer à conquérir est intacte. Donc je vous renvoie donc toutes et tous à ce livre. Ne vous résignez jamais, Gisèle Halimi, c'est édité chez Plomb. Merci. Merci. Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France. Et vous êtes là parce que nous sommes dans une année Darwin. 150e anniversaire de la publication du livre de Darwin sur l'évolution. Et donc, différentes manifestations intellectuelles existent pour nous rappeler cet événement majeur. Et vous-même, vous venez d'éditer aux éditions du Seuil un petit livre, un petit guide extrêmement précieux, Darwin expliqué à nos petits-enfants, ou l'évolution expliquée à nos petits-enfants. Donc, je voudrais qu'avant toute chose, vous nous disiez d'abord ce que c'est qu'un paléo
anthropologue. J'aurais pu dire que parmi vos ouvrages précédents, il y en a un qui s'intitule Le singe est-il le frère de l'homme? Donc ça nous donne une petite indication, mais quelques mots d'explication, puis nous entrerons dans le vif du sujet. Alors c'est tout simple, paléo ancien, Oui. anthropos l'homme et logos sa connaissance. Donc c'est l'étude des origines et de l'évolution de l'homme. Alors pendant longtemps, ça a été confondu avec la préhistoire. Oui. Historiquement, c'est la préhistoire, donc les témoignages culturels laissés par les hommes dits préhistoriques, c'est-à-dire les outils et l'art pariétal pour les périodes la plus récentes. Et la paléoanthropologie, c'est plus l'évolution biologique, alors que la préhistoire, c'est l'évolution culturelle. Et très longtemps, on a vu que l'aspect évolution, c'est-à-dire les changements de la lignée humaine, oui. Mais dès qu'on touche à l'origine, et ça nous ramène à Darwin, là on touche à une question qui est beaucoup plus sensible, c'est comment a émergé où l'homme, la lignée de l'homme par rapport justement à nos frères d'évolution, aux cousins, les grands singes. Par rapport aux autres espèces. Alors quelle est l'actualité de Darwin aujourd'hui? Parce qu'on voit surgir, essentiellement d'ailleurs, je dois le dire, dans la presse anglo-saxonne, mais aussi en France également, voilà, des débats sur l'évolution. Quelle est son actualité aujourd'hui? D'une certaine manière, nous serions contents, les scientifiques, si Darwin n'était plus d'actualité. Je m'explique. Oui. C'est le 150e anniversaire de la publication de l'origine des espèces. Ça, c'était en novembre 1859. Oui. Mais c'est aussi, en février de cette année, le 12 février, le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin. Avec un petit clin d'œil, parce que ça nous ramène en 1809, je l'ai dit. Oui. Et là, c'est la publication par un Français, Jean-Baptiste de Lamarck, oui. de l'évolution, non pas au terme, dans le terme actuel, mais ce qu'on appelle le transformisme. Oui. En fait, le concepteur de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire du changement des espèces, oui. Si c'était dans l'air du temps, c'est Jean-Baptiste de Lamarck. Mais Darwin est très oui. important parce qu'il va apporter le mécanisme, c'est-à-dire la sélection naturelle, et la sélection sexuelle. Alors pourquoi c'est encore d'actualité? Eh bien c'est qu'on a mis un siècle à comprendre Charles Darwin, et notamment en ce qui concerne les origines de l'homme, il y a encore beaucoup de difficultés, alors que beaucoup d'avancées avaient été réalisées par lui. Alors il y a beaucoup de difficultés, des avancées, et il y a aussi des retours en arrière. Alors on l'avait vu dans le débat politique lui-même, essentiellement américain, je dois dire, oui, à travers ce que l'on a appelé le créationnisme, c'est-à-dire la tentation de vouloir imposer dans les écoles une histoire de l'humanité qui soit davantage la lecture de la Bible, à vrai dire, plutôt qu'une lecture scientifique. Et donc, on a vu, alors peut-être est-ce d'ailleurs un petit peu relégué à l'arrière-plan, parce que c'était très lié au fond à la présidence Bush, la part faite à ces fondamentalistes, mais en même temps, on voit que le débat a quand même garde une certaine actualité, et qu'il peut être transposé peut-être à tort, allez-vous nous dire d'ailleurs, dans un sorte de face-à-face science-religion, alors voilà. Que ça n'est pas vraiment de cela qu'il devrait s'agir. Alors il va falloir distinguer deux choses qui sont très importantes et qui sont d'ailleurs confondues à dessein, si je peux m'exprimer, par les créationnistes. C'est-à-dire le débat d'ordre politique ou sur les valeurs et ce qui concerne le débat strictement scientifique. D'un point de vue strictement scientifique, aucun biologiste est hors de la théorie darwinienne ou post-darwinienne. Aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que la théorie a elle-même évolué, bien évidemment. Darwin apporte les mécanismes qu'on va appeler extérieurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'environnement, avec toutes ses caractéristiques, va faire que certains individus vont laisser une plus grande descendance que l'autre. Donc vous voyez bien, c'est pas la loi du plus fort, c'est pas le plus apte. Donc c'est le fait que certains individus vont laisser plus d'enfants que d'autres, et donc ça va modifier l'espèce. Alors, ce que ne connaîtra pas Darwin, c'est l'origine de la variation, et ça sera l'apport de la génétique. Alors, ce que disent les créationnistes, justement, et là on passe sur le débat social et politique, ils disent Darwin n'a pas tout dit. Mais attendez, aucun scientifique n'a jamais tout dit. C'est comme si on reprochait à Newton de ne pas avoir trouvé la relativité. Ça serait, tout le monde rirait. Bien, et bien c'est exactement ce que l'on fait. Le seul qui a tout dit, c'est pas un scientifique, il s'appelle Dieu. Donc voilà la confusion dans le débat. La confusion, oui. Et donc les mouvements créationnistes, on l'a vu dans la campagne présidentielle américaine avec Sarah Palin qui plaidait pour que l'on enseigne à l'école ce que vous avez rappelé, la science créationniste. Alors qui prend deux aspects, ou une lecture, c'est pas la lecture, c'est une lecture fondamentaliste, littéraliste du texte de la Genèse, avec beaucoup de confusion d'ailleurs, et puis une lecture plus subtile qui est le dessin intelligent. Voltaire avait bien distingué cela, c'est-à-dire le Dieu présent avec sa création. Donc tout ce qui se passe autour de nous, c'est la volonté de Dieu. Ou alors Dieu a créé le monde et il a laissé une part de
Évoluer, c'est de là que vient le premier terme évoluer d'ailleurs, c'est-à-dire dérouler un papyrus, c'est ça l'étymologie. Et Darwin ne voulait pas de ce terme, je peux vous le dire, c'est pour ça qu'il est mal choisi. Donc l'idée qu'il y a un dessin ou dérouler une bobine de film, voilà, cette image-là. Or, justement, à la limite, qu'il y ait ce débat, moi ça ne me trouble pas du tout. Mais le problème, et ça c'est pas Pascal Pic qui le dit, ce sont les juges américains, des juges croyants, dans un procès de 1982, où là, il y avait dans les États du Sud, parce qu'évidemment, ce mouvement est arrivé avec Ronald Reagan et ensuite Monsieur George W. Bush. Ce sont des États du Sud qui ont voulu imposer en classe de sciences qu'on enseigne, sous prétexte de laïcité, mais faux prétexte comme on va le voir, à temps égal, la théorie moderne de l'évolution quand on parle de la vie, et aussi la conception, donc fondamentaliste, littérale, des textes de la Genèse. Et là, parmi les plaignants, il y avait les enseignants de biologie, les associations laïques. Laïcs, ça ne veut pas dire les non-croyants, hein. Les laïcs, j'ai bien dit laïcs. Et puis bien sûr les représentants des grandes religions. Parce que quel était le danger? Si vous favorisez, sous prétexte de laisser les jeunes se faire une opinion par eux-mêmes, ce qui sur le principe est assez sympathique. Mais en classe de sciences, imposer la science créationniste, ça veut dire vous imposer une seule vision du monde qui dépend d'une seule religion, c'est pas contre l'état de l'évolution, c'est aussi contre les autres religions. Et c'est là que vous attentez au principe de laïcité dans nos démocraties modernes. Donc ne tombons pas dans le piège science-religion, c'est une conception, ce sont qu'une frange des fondamentalistes, évangélistes et méthodistes américains qui veulent imposer une théocratie, et c'est contre la théorie de l'évolution parce qu'elle n'est pas très bien comprise, mais ça aurait pu être la relativité. Alors, sur la théorie de l'évolution telle qu'elle est enseignée en France, d'ailleurs, il y a les recherches que des gens comme vous, d'ailleurs, peuvent... Donc, vous allez nous dire très rapidement dans quelle direction elle s'oriente. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'en France, cette théorie-là est normalement enseignée, suffisamment enseignée, parce que le lien ensuite avec la sphère politique... C'est évidemment la façon dont on va aborder les problèmes de génie génétique, par exemple, ou de médecine qui font appel au génie génétique avec des débats dont on voit bien qu'ils ne sont pas simples. Comment? Ils ne sont pas simples parce que très souvent, ils sont en dehors des théories de l'évolution. C'est un vrai problème. Et notamment la France, d'une manière générale, on a commémoré un petit peu cette année Darwin et on continue. Mais soyons très clairs, il y a un problème avec la pensée darwinienne en France, que ce soit à gauche ou à droite, d'ailleurs, pas pour les mêmes raisons. Mais en attendant, nous avons formidablement réagi avec l'éducation nationale, le ministère, l'inspection générale, la direction des enseignements. Nous avons organisé un colloque qui s'appelle « Enseigner l'évolution » et on s'est aperçu que même si c'était quand même assez présent dans les programmes, que les enseignants n'étaient pas bien formés. C'est-à-dire que les enseignants enseignent les faits de l'évolution, les fossiles, les relations de parenté, mais qui ne connaissaient pas bien les mécanismes, sélection naturelle, sexuelle et tout ce qui est dérive génétique, etc. Donc nous devons refaire un effort sur la formation des enseignants et leur apporter les éléments d'argumentation lorsque on leur oppose, au nom d'une vérité qui est tout à fait louable, mais un problème de dysfonctionnement de la pensée entre le monde des sciences et le monde des valeurs. Donc là, on avance très très bien. Mais derrière cela, je vais prendre un débat, c'est celui des OGM. Oui, par exemple. Oui, parce que les OGM en soi, il n'y a pas vraiment de débat scientifique. C'est avant tout un débat souvent idéologique. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas toucher aux gènes, à l'héritabilité. D'autres qui disent si on peut y toucher, il n'y a pas de problème. Des deux côtés, ils se trompent. Parce qu'il y a des OGM qui fonctionnent très bien, et d'autres, c'est une vraie vacherie, pardonnez-moi de prendre ce terme aussi trivial, parce que, sous prétexte qu'il y en a qui fonctionnent très bien, on essaye de faire passer des choses qui, d'un point de vue scientifique, peuvent être dangereuses. Et, par exemple, l'évolution, c'est quoi? Ce qu'ont fait les agriculteurs depuis 10 000 ans, c'est de sélectionner des variétés. D'ailleurs, Charles Darwin, d'où vient la sélection naturelle? Eh bien, simplement, il s'est inspiré du travail de sélection artificielle des éleveurs. Voilà d'où ça vient le terme. Et donc, on manipule, non pas génétiquement, mais l'hérédité, d'une manière empirique, aujourd'hui scientifique, depuis 10 000 ans. Cependant, là, on touche au cœur de ce qui va être hérité. Sur les manipulations génétiques, il y a différents types. Et le problème, c'est qu'on a affaire maintenant, non pas à des plantes qui sont adaptables à un environnement qui change, on arrive à des extrêmes qui là ne sont pas du tout acceptables pour nous et pour notre santé future, où pour une plante qui va être avec un taux de production recherché, on va pas faire adapter la plante à l'environnement, on va éliminer ce qui est dans l'environnement autour. Et ça, c'est un déni d'évolution, et je peux pas vous dire quand ça va se passer, mais il est très clair que moins on a de variabilité, plus on aura de grosses difficultés. Donc vous voyez, il va falloir qu'on reprenne un vrai débat scientifique là-dessus, qui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre compte tenu des enjeux. Et puis pour rappeler l'importance de l'enseignement au fond de ces théories, mais de leur juste enseignement, parce que c'est en effet,
on va très vite. Sélection naturelle, loi de la jungle, loi du plus fort, etc. Voilà. Je veux dire, donc les confusions s'installent vite. Il y a une découverte récente qui montre que un certain nombre d'embryons ont été triés en quelque sorte pour éliminer les causes de cancer génétique chez eux. Tout à fait. On voit bien l'application à l'homme, parce qu'on parlait des OGM aux plantes, on voit bien l'application à l'homme. Donc vous allez être au fond, tout en regardant le très lointain, très impliqué dans les débats d'aujourd'hui. Alors, par exemple, le clonage, moi je ne trouve pas du tout scandaleux que l'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de prévalence génétique pour un enfant qui développerait cette maladie. Par contre, où je suis contre, c'est le fait qu'on puisse choisir tous les caractères d'un enfant. Auquel cas, c'est un déni d'altérité. Hein, et l'évolution, c'est quoi ? Je le rappelle, c'est très beau, c'est la descendance avec modification. C'est faire de la différence. Et faire la différence, c'est pas interdire d'éviter des drames sur des maladies dont on connaît les bases génétiques. Et par contre, de notre côté, on peut éviter ces maladies, mais néanmoins faire un enfant qui sera dans sa différence et le respect de l'altérité. Et l'évolution fonctionne sur cette différence. Alors pour toutes ces questions et pour les aborder de façon extrêmement claire, pédagogique, simple, donc je renvoie à votre ouvrage, Pascal Pic, qui est le Darwin et l'évolution expliquée à nos petits-enfants, donc c'est édité au Seuil. Merci de ces explications, merci à vous toutes et à vous tous. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent retrouver nos invités, le rendez-vous permanent est sur publicsena.fr.